conversation avec Clémence Laprand, qui est éco-interprète au Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. Dans cette première session, il va être question de l'organisation de la fréquentation sur les espaces naturels. Et très souvent, quand on aborde cette thématique d'organiser la fréquentation, vient assez intuitivement la possibilité de mettre en place une démarche d'interprétation. Donc, dans notre présentation, on va essayer de vous présenter un petit peu quelle est la méthodologie utilisée pour cette démarche d'interprétation. Et je souhaiterais revenir dans un premier temps sur ce terme interprétation. Interpréter, quand on prend les définitions dans le dictionnaire, ça veut dire traduire, expliquer dans un langage qui n'est pas forcément connu des choses qui ne sont pas forcément lisibles par les gens qui sont face à ces choses-là. Donc nous, en tant que gestionnaires d'espaces naturels, il nous semble que l'interprétation a pour rôle de faire comprendre, d'expliquer la nature aux gens qui peuvent venir la visiter. Donc ça, c'est une des premières définitions, mais il y a aussi une seconde définition qui est plus utilisée dans les milieux artistiques. Et quand on parle d'interprétation d'une œuvre musicale ou d'une pièce de théâtre, et là on parle plus d'une incarnation. On joue en fonction de sa sensibilité propre. Et pour nous, dans l'interprétation d'un patrimoine naturel, il y a ces deux composantes. Une explication, on va dire, plus objective et un appel au sens, aux émotions pour faire passer des messages. Cette démarche d'interprétation, elle est assez similaire à une démarche de rédaction d'un plan de gestion. Pour vous qui êtes gestionnaire d'espaces naturels, cette démarche de diagnostic, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine sur mon site que je peux mettre en valeur? Donc une partie diagnostic, une partie définition, mise en évidence des enjeux, des objectifs, et puis planification des opérations, hiérarchisation de ces opérations et évaluation des coûts. Ces diagnostics, dans un plan de gestion, ils sont assez similaires à ceux d'un plan d'interprétation, un diagnostic territorial, un diagnostic du patrimoine naturel. Mais dans un plan d'interprétation, ce qui nous paraît important, en plus de ce patrimoine naturel, on va dire lié à la faune, à la flore, aux milieux naturels qui sont présents, il est aussi primordial d'étudier quels sont les autres patrimoines qui vont être présents sur ce site. Parce que si un visiteur va être intéressé par la petite araignée qui va se promener sur le site, un autre, vous n'allez pas l'interpeller forcément par une araignée ou par une plante, vous allez l'interpeller ou lui donner envie de venir parce qu'il y a un muret en pierre sèche, parce que historiquement, il s'est passé quelque chose sur ce site. Et dans la démarche d'interprétation, le diagnostic de tous ces patrimoines est vraiment un point important à mener pour essayer de toucher le maximum de public, parce que chacun a sa sensibilité propre. Et puis, il y a ce qui nous paraît important dans cette partie diagnostic, c'est ce qu'on a appelé un diagnostic de fréquentation de cet espace naturel. On ne va pas proposer un même projet de valorisation du patrimoine ou une même mise en valeur d'un site selon son contexte, selon sa fréquentation, selon les publics potentiels qui vont y venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un point vraiment important à aborder, peut-être plus encore que dans le cadre d'un plan de gestion à des fins de préservation des milieux naturels. Une fois cette phase de diagnostic qui a été réalisée, qui a vraiment pour objectif de connaître le site et de vraiment avoir une image globale et une belle carte d'identité de ce site, la deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les possibilités de valorisation de ce site, quels sont les potentiels d'interprétation. Alors on entend par potentiel d'interprétation, ce sont les différents éléments qui participent à l'identité de ce site. Et différents éléments qui vont soit pouvoir nous permettre d'aborder un certain nombre de connaissances naturalistes, de fonctionnement d'un système,
d'impact de l'homme sur les milieux naturels, mais c'est aussi des potentiels, enfin des éléments qui vont permettre de susciter l'émotion, de toucher le visiteur, de l'interpeller. Ces potentiels d'interprétation, ils peuvent avoir différentes formes. On les classe assez souvent en potentiels abiotiques qui vont être vraiment liés aux caractéristiques physiques du site, sa géographie, sa géologie, son climat. Des potentiels biotiques qui sont beaucoup plus liés au patrimoine vivant qui est présent sur le site. Donc ça peut être du patrimoine naturel, la faune, la flore, mais aussi les activités humaines, les usages, et puis un patrimoine humain. Donc toute cette histoire, toutes ces histoires, toutes ces légendes, les contes, l'architecture, pourquoi le site a cette forme-là. Et tout ça, ça forme un ensemble de potentiels d'interprétation. Ces deux phases de diagnostic et d'identification des potentiels d'interprétation permettent après de lancer véritablement le projet. Mais souvent, on se dit, bon ben voilà, le diagnostic, il est fait, il est arrêté, il est fini. Mais par expérience, on s'est rendu compte très souvent que au cours de l'avancement du projet, certains potentiels d'interprétation peuvent émerger au gré d'une rencontre, au gré d'un témoignage, et que la partie diagnostic et définition des potentiels d'interprétation, si elle doit être cadrée, n'est pas forcément complètement figée. Et ça nous paraissait important à mettre en avant. Pour faire ces diagnostics et pour accéder à la définition de ces potentiels d'interprétation, plusieurs sources sont utiles. Les plans de gestion, les données naturalistes, la bibliographie, les témoignages, mais surtout les visites sur site. La visite sur site, en essayant d'occulter toutes les connaissances naturalistes, les connaissances scientifiques qu'on peut avoir, pour s'immerger, comme si on venait sur le site pour la première fois, comme si on essayait de s'affranchir de tous nos a priori intellectuels et se dire pourquoi j'ai envie de m'arrêter là ? Pourquoi j'ai envie de me poser là ? Qu'est-ce qui me plaît dans ce site ? Est-ce que c'est, oh là, il y a une multiplicité de flore, mais pourquoi ? Ah, cette ambiance, c'est vraiment sympathique, j'aimerais bien qu'on y reste. Donc voilà, c'est essayer d'avoir cette démarche-là. À différentes saisons, c'est l'idéal. À différentes heures de la journée, c'est aussi l'idéal. Alors tout ça, c'est un peu chronophage. Parfois, il faut faire avec les réalités du temps qui nous est imparti pour réaliser ces diagnostics. Mais dans la tête, ça nous paraît important de garder ça à l'esprit. Ces potentiels d'interprétation sur un site, ils peuvent être vraiment très nombreux, très divers. Et ça va être vraiment impossible de tous les mettre en avant, de tous les valoriser. Donc il y a une part importante de hiérarchisation qui est à faire, de localisation, de hiérarchisation, selon différents critères. Ces critères, dans la mesure du possible, il est souhaitable de les partager avec les partenaires locaux, les acteurs locaux, afin qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qui est important sur le site, qu'est-ce qui fait sens sur le site, qu'est-ce qui va interpeller les gens. Et du coup, nous, on essaie d'utiliser un peu des critères qui nous permettent de donner un peu c'est pas vraiment une note, parce qu'on ne donne pas de chiffres, mais d'évaluer, une fois que le potentiel d'interprétation a été défini, est-ce que c'est un potentiel qui est représentatif du territoire ? Est-ce que c'est un potentiel qui est exclusif au site ? Donc peut-être que ça lui donne plus de valeur. Est-ce que c'est un potentiel qui, d'un point de vue régional, est largement traité dans d'autres espaces naturels, ou est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé encore et que ça pourrait être intéressant de le mettre en avant ? Est-ce que ce potentiel procure potentiellement des émotions ? Est-ce qu'il a un aspect ou un attrait sensitif ? Que ce soit visuel, parce qu'on trouve ça beau, bien que la beauté soit assez subjective. Est-ce que c'est auditif ?
Est-ce que c'est sensoriel, enfin sensitif, au toucher? Est-ce que ce potentiel, il va être facilement lisible sur le terrain sans qu'on soit forcément obligé d'apporter beaucoup d'informations? Et en fait, c'est tous ces critères qui nous permettent de les hiérarchiser pour choisir à la fin ce qui va nous sembler le plus important, le plus pertinent de mettre en valeur sur ce site. Une fois ces 2 grandes étapes réalisées, il reste la 3e qui nous paraît primordiale. Alors, je sais ce qu'il y a sur mon site, je sais quels sont les potentiels, on a défini ensemble ce qui nous paraissait le plus pertinent de mettre en valeur, mais je réponds à quel enjeu? La valorisation de mon site va répondre à quel enjeu? Un enjeu de surfréquentation, un enjeu de méconnaissance du patrimoine, de sa sensibilité qui a conduit à des dégradations. Donc la question se pose, et au regard de ça, on va définir les objectifs. Des objectifs qui vont être très concrets. Quelle ampleur je peux donner à mon projet? Financièrement, alors là, j'ai un site génial, on pourrait faire des tas de trucs, mais de toute façon, financièrement, je ne vais pas avoir beaucoup de moyens, et puis techniquement, je ne vais pas pouvoir y passer du temps. Donc ça ne sert à rien que je déroule un scénario magnifique à 150 000 €, puisque de toute façon, j'en aurai 15 000. Une fois ça, cette ampleur qu'on a identifiée, ou qui nous est contrainte, on a permis aussi d'identifier, avec le diagnostic de fréquentation, quelle cible nous semble la plus appropriée, quelle avec au pluriel, cible nous semble privilégiée, quel public on veut toucher. Et ainsi, en fonction du public, on va définir des messages. Et il faut aussi garder à l'esprit la temporalité. Nous, gestionnaires, on a l'habitude de travailler sur le moyen terme, long terme, et de se dire que le projet il verra le jour dans 5 ans. Pour nous, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour les partenaires locaux, souvent, c'est plus compliqué. Et il y a une attente réelle. Donc, quelle temporalité je permets à la finalisation de ce projet? Voilà, pour ma partie, je vais laisser la parole à Clémence qui vous présentera après, concrètement, une fois qu'on a défini tout ça, quelles sont les potentialités de valorisation et les différentes façons de le faire. Donc bonjour à tous, je suis Clémence et je vais vous emmener dans une partie très optimiste de cette gestion qu'est l'accueil du public dans les sites naturels, puisqu'on arrive sur le champ des possibles, on arrive au moment où on y croit à fond et on va pouvoir proposer plein de choses. On a donc cette base qui est très importante, c'est vraiment la base de tout. On a formulé des objectifs qu'on a validés ensemble. On a en tête les messages qu'on a envie de faire passer, parce qu'avant tout, si on met en place des dispositifs, c'est pour faire passer des messages. Pardon, il y a le pointeur. Et aussi, on a ciblé les publics auxquels on souhaite s'adresser. Alors, j'insiste sur cette notion de public visé qui est très importante parce qu'on a tendance à facilement s'éparpiller au niveau du public, puisqu'on va entendre souvent parler de grand public, de scolaire, et puis éventuellement, ça peut se décliner un petit peu. Par définition, un public, c'est un groupe de personnes qui vont présenter une caractéristique commune. Ça peut être par exemple les joggeurs, ça peut être les familles qui n'ont jamais visité le site, ça peut être les scolaires qui sont du CM1 au CM2. Il ne faut pas hésiter des fois à être précis dans cette définition du public parce que les propositions vont en dépendre. Il y a plusieurs manières de définir tous ces aspects, les messages, les objectifs et les publics. La manière qu'on va employer dépend du niveau de participation qu'on souhaite mettre. Évidemment, on peut être comme l'a évoqué Cécile, on travaille avec des partenaires, on n'est pas tout seul. Les gestionnaires sont de nature différente, ça peut être des collectivités, des associations, etc. Et du coup, on va décider de tout ça ensemble de différentes manières qu'on pourra évoquer plus en détail plus tard.
Ces propositions, elles vont s'orchestrer via ce qu'on appelle un scénario d'interprétation. Alors nous, on a choisi aujourd'hui de mettre un petit peu plus l'accent sur ce qu'on appelle l'interprétation par média, mais ce n'est pas la seule possibilité qu'on peut avoir pour mettre en valeur un site. Quand on aura bien étudié les opportunités en amont, on va peut-être se dire, bon, ben, sur ce site, c'est peut-être pas forcément pertinent d'aménager avec des médias, peut-être qu'une simple plaquette peut suffire à faire passer le message qu'on veut faire passer, etc. Du coup, nous, en interprétation par média, on va s'intéresser à des aménagements qui vont être de différentes natures. Alors, quand on parle d'un sentier d'interprétation, on a tendance à penser que ça va être une boucle jalonnée d'étapes. Ce n'est pas forcément le cas. De l'interprétation, elle peut être concentrée sur différents îlots, puisqu'on va s'intéresser justement à cette étape du projet, à l'intégrité paysagère du site. Parfois, on peut se dire, bon, ben, c'est pas opportun de développer un sentier avec des médias tous les 50 mètres à cet endroit-là, parce que quand on gère l'arrivée du public sur un site, on ne gère pas seulement l'aspect pédagogique, on gère aussi sa sécurité, on gère l'intégrité du site en lui-même. Donc on a besoin parfois d'être des vrais guides par rapport à cette fréquentation qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas seulement pédestre. Donc tout ça, c'est des questions qui arrivent un petit peu en même temps sur la table quand on va formuler ces propositions. Évidemment, ça implique de travailler de nouveau en partenariat. Les partenaires qui sont des prestataires, par exemple des prestataires fabricants de médias, peuvent intervenir parfois très tôt dans cette démarche parce qu'ils ont cette expérience du terrain, ils ont cette connaissance que nous, on n'a pas forcément. Donc ne pas hésiter à les solliciter le plus tôt possible. De toute façon, on a besoin de les solliciter pour budgétiser ce qu'on fait. Et puis, du coup, on va s'intéresser aussi à ces aspects de fréquentation et d'impact sur le site via des approches telles que l'approche paysagère. Là encore, ça peut faire appel à des compétences qu'on n'a pas tous forcément. Du coup, un petit zoom, si on fait de l'interprétation par média, on a nos objectifs, nos messages, nos publics. Comment on va choisir le média le plus adapté? Donc évidemment, c'est un média qui va lui-même résonner avec d'autres médias. C'est rare qu'on installe un média tout seul, quoique c'est possible de décider qu'on va juste mettre un panneau d'information, d'accueil sur un site, juste pour préciser ce sur quoi on se trouve. Mais dans une démarche d'interprétation, en général, il y en aura plusieurs. Il faut voir le média comme un mini-projet dans le grand projet. De nouveau, il va falloir formuler un message précis. En général, on essaye de ne formuler qu'un seul message pour un média. C'est déjà énorme si on arrive à le faire passer. On va formuler des objectifs concrets et pourquoi pas des objectifs mesurables, ce qui permet de les évaluer par la suite. Qu'est-ce qu'on attend du visiteur? Qu'est-ce qu'on veut lui faire faire? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans une cohérence territoriale. Il faut aussi penser à ce qu'il y a aux alentours. Le diagnostic aura permis de le mettre en évidence. Si on fait un sentier d'interprétation sur une zone humide et puis qu'à 20 km, il y a un sentier d'interprétation qui s'appelle la prairie de machin truc au fil de l'eau avec des petits panneaux en forme de goutte d'eau, on ne va pas faire la même chose, évidemment. Par exemple, ne pas avoir peur aussi de s'intéresser, comme le disait Cécile, à cette notion de sensibilité. Quand on s'adresse à des visiteurs sur un site naturel, on ne s'adresse pas qu'à leur intellect, on s'adresse aussi à leur émotion, à leur sens, etc. On est là pour ouvrir des portes. On a des messages à faire passer. Les gens qui viennent sur nos sites, on l'a évoqué tout à l'heure, ne viennent pas pour lire forcément. Et peut-être même qu'ils ne viennent pas parce que c'est la nature, ils viennent juste parce qu'ils ont besoin de sortir le chien. On n'en sait rien. Du coup, pour créer cette ouverture, il peut y avoir des choses pas si compliquées à mettre en place, en faisant appel notamment à ces aspects de contemplation, parce qu'on est là et c'est beau. Donc c'est un petit peu l'exemple que je voulais vous montrer avec ce que vous voyez sur la droite. C'est une miséricorde ou un assis debout qui s'intègre dans un projet d'interprétation, parce qu'à cet endroit-là, on n'a rien de plus à dire que prenez le temps, regardez, c'est beau. Des fois, on a besoin malheureusement d'accompagner les gens, même dans cette démarche-là. Évidemment, ça résonne avec d'autres médias qui vont apporter, eux, des messages pédagogiques et dont on va adapter un petit peu l'approche en fonction du public, encore une fois, et de ce qu'on a à dire. Sur la gauche, vous voyez un exemple, c'est un média qui utilise une approche un petit peu ludique.
Alors cette approche ludique, elle est de plus en plus évoquée, enfin, ça commence à faire un petit moment qu'on l'utilise, parce qu'on sait que les gens, on préfère leur faire des choses plutôt que de donner juste du texte. Du coup, d'être en interaction avec le média, c'est très intéressant. Il faut que ça ait du sens. Ici, on a utilisé par exemple des trièdres qui se tournent, parce que le message qu'on avait à faire passer, il concerne un milieu qui se définit en 3 points. Et du coup, on a essayé de bien faire comprendre ces 3 points en utilisant les 3 faces du dispositif qu'il faut assembler pour comprendre. Évidemment, on prend le pari que ce média, potentiellement, il va être manipulé à outrance par des gens ou des enfants qui ne vont pas forcément s'intéresser au contenu. En tout cas, on est encore au moment où on y croit. Évidemment, pour mener tout ça, il va falloir un rétroplanning le plus réaliste possible, pendant lequel on va faire attention aux différentes étapes qui sont parfois nombreuses selon le niveau de participation qu'on s'est donné. Il y a énormément de temps qu'il va falloir anticiper et prémesurer, ce qui est un exercice assez difficile. Mais en même temps, cette organisation, elle va être intéressante pour mener à bien le projet, forcément. Évidemment, il va falloir valider les choses qu'on propose, il va falloir les calibrer finement. On va pouvoir associer des coûts à des propositions, estimer le temps qu'il faut pour les mettre en place. Donc ça veut dire penser à la conception, penser à des écritures de texte, penser à de la mise en page, à des échanges selon les partenaires ou les prestataires avec qui on travaille. Et puis, évidemment, la construction, la fabrication, ces aménagements, ils vont être posés. Donc, la pose, en soi, ça peut être un mini-projet dans le projet. Est-ce qu'on va organiser un partenariat avec des structures particulières? Est-ce qu'on va organiser une animation pour faire cette pose, etc. Et puis, évidemment, l'idée, c'est aussi que les choses continuent de vivre une fois qu'elles sont installées. Donc, toutes ces étapes, elles sont importantes. Et puis, c'est pour ça que dans... Oh ben non, pas si vite. C'est pour ça que dans la marmite, on va mettre un objet très intéressant, c'est l'agenda. C'est important de s'en servir. L'anticipation, elle est indispensable parce qu'il y a des délais qu'on a tendance, je pense, quand on est encore très optimiste au début, à sous-estimer. Donc, il y a aussi des temps qui sont liés à l'attribution des financements. Il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent, qui ne vont pas forcément dépendre de nous, des présentations à faire par rapport à d'éventuels financeurs, attendre que les délibérations aient lieu. Ce n'est pas nous qui décidons des dates de conseils communautaires et autres. Ensuite, il y a une saisonnalité. Il y a des périodes dans l'année où ça peut aller de manière plus dynamique que d'autres. Compter les délais de fabrication, etc., etc. Évidemment, toute cette anticipation, elle va de pair avec aussi une notion de souplesse, parce que ce qu'on aura prévu forcément ne peut pas faire état des impondérables, des choses qui vont changer au dernier moment. Et c'est quelque chose qui fait aussi que les projets sont dynamiques et qui peut être assez moteur après dans les propositions. On peut se retrouver avec un budget qui va finalement beaucoup changer par rapport à ce qui était prévu au départ. Et c'est l'intérêt, au moment des propositions, de ne pas hésiter à être un petit peu éparpillé, entre guillemets, de se dire, OK, si on ne peut pas faire ça, est-ce qu'on peut penser à une solution un peu différente qui peut-être durera moins longtemps, mais qui permettra que quelque chose se fasse quand même. Alors ici, on vous propose quelques petites mises en garde, parce que quand on accueille qu'est-ce que je dis ? Quand on accueille les visiteurs sur un site naturel, on a quand même quelque chose à perdre. Ce qu'on a à perdre, c'est le lecteur lui-même. Effectivement, on a beaucoup de choses à leur raconter, beaucoup de choses à dire, et cette sobriété qui a été évoquée tout à l'heure, elle est très importante ici. Alors attention, on a dit qu'il y avait un faible pourcentage de ce qu'on lisait qui était retenu. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en écrire beaucoup plus dans l'espoir qu'une petite partie soit retenue. Hein. Je vous vois venir, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a besoin que ce soit retenu ? Est-ce que j'ai besoin que le visiteur qui vient sur le massif du Jura reparte du massif du Jura en connaissant très précisément, à travers les temps géologiques, comment s'est formé le massif du Jura ? Peut-être pas. Par contre,
Est-ce qu'il va avoir cette sensibilité quand il voit une chaîne de montagne pour être capable de dire « Ah ben tiens, je reconnais du calcaire, je suis sur une chaîne de montagne ». Parce qu'il n'y a pas très longtemps cette année, on m'a montré la haute chaîne du Jura, un visiteur sur un site, en me disant « C'est sympa, on voit que c'est volcanique, c'est joli ». Et là, je me suis dit « Bon, mon message, il faut peut-être que je le revoie un petit peu à la baisse ». Cette sobriété, elle est très importante pour ça. Ensuite, ce qu'on a à perdre, c'est la pertinence. Là, je fais référence à cette cohérence que j'évoquais tout à l'heure par rapport au public, au territoire et tout. Ne pas hésiter à multiplier les approches parce qu'on fonctionne tous d'une manière différente. Et puis, quand on est sur un projet d'interprétation, on va s'intéresser à des choses qui sont subjectives. On n'est pas que dans le factuel, on va s'adresser à la sensibilité, etc. Si on fait un sentier de découverte qui n'est que axé sur des légendes, on va risquer de perdre les plus cartésiens des visiteurs, peut-être. Donc, parfois, un petit peu de variabilité ne fait pas de mal. On a à perdre, bien sûr, l'intégrité paysagère. On évoquait tout à l'heure la question du suréquipement possible. Des fois aussi, quand on va vers de la nouveauté, on a peur de défaire ou de déplacer des choses. Un projet d'interprétation, faut l'imaginer comme quelque chose de pas du tout figé dans le temps, qui va se baser sur quelque chose de passé, qui réfléchit et anticipe quelque chose de futur. Donc c'est vraiment une dimension qui est effectivement très importante. J'évoquais tout à l'heure la possibilité de concentrer les aménagements. C'est ici que la question se pose. Bien évidemment, sensibiliser, ça ne veut pas dire rendre savant. C'est cette question sur la connaissance et les réflexions qu'on peut avoir au moment des objectifs qui va être très très importante. On est là, encore une fois, pour ouvrir des portes. Si on arrive à ce que les visiteurs, justement, comprennent qu'ils sont les riches bénéficiaires de tous ces patrimoines, c'est déjà beaucoup. Après, le fonctionnement en lui-même du patrimoine, ça peut arriver dans un temps ultérieur. Je vais clôturer par l'inauguration. C'est la partie qui est rigolote. On peut boire des coups, on est tous ensemble, c'est sympa. Cette inauguration, elle a quand même un autre intérêt. C'est une date butoir qui va nous permettre de gérer notre agenda avec un petit peu plus d'anticipation. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'animé, de créer du lien entre les différents partenaires et puis de prendre conscience un petit peu de comment ça se passe, comment les gens réagissent quand ils sont face à notre sentier d'interprétation, parce qu'on ne l'aura jamais vu, nous qui sommes à l'intérieur du projet. Donc l'inauguration, c'est un peu le point de départ de tout ça. Du coup, pour conclure, je vais me permettre une petite citation d'un des pères de l'interprétation, qui est un Britannique, qui s'appelle James Carter, qui a publié un document qui s'appelle « L'esprit des lieux », que je vous recommande, qui dit « L'interprétation s'intéresse à des lieux d'importance naturelle ou historique pour qu'ils soient sagement gérés », ça c'est pour vous, et développés pour que le public les comprenne et y prenne plaisir, ça c'est pour moi. Donc j'ai hérité de la partie sympa. Du coup, il disait ça, tout ça pour comprendre qu'on est tous ensemble dans cette idée qu'un site naturel, il va être partagé. On est sur cet état d'esprit de nature partagée, puis aussi de projet partagé. Donc c'est vers ça qu'on va aller. L'ouverture des sites, c'est aussi du coup l'ouverture de notre esprit. On s'ouvre à des nouvelles techniques, on s'ouvre à des nouvelles approches et on s'ouvre aussi à des nouvelles méthodologies. C'est ce que je vais laisser Fanny nous présenter avec son discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément.